Les moyens de pouvoir fabriquer sur place parce que ce ne serait pas rentable. J'ai envie de comprendre. Oui. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, en 2017, les Africains ne sont pas capables de fabriquer leur monnaie à eux, qu'ils sont obligés de retourner à l'ancienne métropole pour fabriquer leurs billets? Si les statistiques que j'ai sont exactes, je vois qu'il n'y a que 8 ou 9 pays sur les 52 pays africains qui fabriquent leur monnaie. C'est peut-être tout simplement parce que soit la taille de leur économie et les besoins ne peuvent pas justifier l'implantation d'une fabrique de monnaie. Parce que d'abord, c'est une technologie qui est très chère, qui évolue très vite, et puis c'est une technologie qui est très concurrencée par les faussaires. Mais comment convaincre l'autre que, bon, ok, nous ne fabriquons pas notre monnaie et que celui qui fabrique n'a pas la main dessus? Est-ce que celui qui fabrique n'en veut pas ce qu'il veut? Est-ce que c'est pas en réalité une façon pour la France de garder la main sur ses anciennes colonies? Non, non, pas du tout. Vous voyez la grande différence qu'il y a entre ceux qui gèrent la monnaie et qui gèrent même ce qu'on appelle les signes monétaires et le public, c'est que pour nous, c'est du papier fiduciaire dans un premier temps. C'est comme une imprimerie qui fabrique des imprimés, avec la différence que ces imprimés ont une caractéristique qui est particulière, parce que c'est des billets de banque. Vous voyez, donc vous avez un contrôle dessus? Absolument, parce que la quantité c'est moi, c'est nous qui la donnons. Les éléments qui doivent figurer, c'est nous qui les donnons. Donc il n'y a pas, la France ne décide pas. On le fait avec la France, vous savez pourquoi? Parce qu'un billet, pour arriver à avoir un billet qui soit parfait et qui convienne à l'utilisation des populations, ça met du temps. Parce qu'il y a des effets climatiques. Un billet qui circule dans une partie de l'Afrique qui est humide n'a pas la même consistance, ou ne doit pas avoir la même consistance qu'un billet qui circule dans le Sahel. Et pour qu'un billet donc ce n'est pas la volonté de la France que ce soit fabriqué là-bas? Non. Pas du tout. C'est nous qui décidons que ce soit fabriqué là où nous souhaitons que ce soit fabriqué. La seule chose qui peut changer, c'est que les prix, nous sommes très sensibles aux prix. Parce qu'autant nous ne pouvons pas fabriquer le billet parce que ça coûterait trop cher pour nos petites économies, autant nous sommes très regardants sur les prix. Sur les prix, je sais que c'est votre cheval de bataille, la lutte pour la stabilité des prix. Est-ce que c'est l'essentiel dans une économie? Est-ce que ça ne bloque pas l'octroi des crédits et la croissance? Non. La stabilité des prix, vous savez pourquoi elle est importante pour les banques centrales et elle est importante pour les économies? C'est parce que tout simplement, ça permet d'abord de maintenir le pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est important. Et dans notre zone, on peut dire que le taux d'inflation a été jusqu'ici très bas parce qu'il est très contrôlé, parce que nous suivons. Et ici, c'est peut-être là où la ménagère va au marché en n'étant pas inquiète, parce qu'elle ne sera pas surprise que le prix du riz ait été multiplié par 10 ou ait augmenté de façon incontrôlée. C'est aussi le cas d'un malade qui va dans une pharmacie. Il sera sûr que les médicaments auxquels il a accès d'habitude n'augmenteront pas de façon exponentielle et ne lui permettent pas de pouvoir en disposer. C'est ça que ça veut dire. Parce que si ces pouvoirs d'achat ne sont pas maintenus, alors on a des fraudes sociales. Mais pour les entreprises, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça veut dire qu'elles vont produire avec des coûts qu'elles ne maîtrisent pas, qui peuvent changer du jour au lendemain. Et alors, elles produiront et elles vendront aussi des marchandises ou en tout cas des services qui vont fluctuer. En fait, on reste dedans par confort, c'est-à-dire... Non, c'est pas un confort, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'une économie, pour pouvoir croître, a besoin qu'il y ait des visions, que les gens ont une vision, qu'ils puissent planifier, qu'ils puissent se projeter éventuellement. C'est ça qui permet justement à une économie de projet. Mais si je ne sais pas, en construisant une usine aujourd'hui, que demain je pourrais vendre les produits parce que les prix auront tellement augmenté que je ne serai même pas capable de vendre ces produits, ben aujourd'hui je ne construis pas l'usine. Mais si j'en ai une claire idée, alors dans ce cas-là, je me projette dans le temps et je le fais. Et c'est ça qui est important. Mais est-ce que quelqu'un qui vous permet ainsi de vous arrimer à la monnaie internationale ne décide pas pour vous? Est-ce que vous, monsieur le gouverneur, vous n'allez pas prendre vos ordres à Bercy? Certainement pas. Certainement pas. Et ça n'a absolument rien à voir. Il y a des structures, il y a à un certain moment des rencontres que nous avons, mais qui sont de nature tout simplement à passer en revue l'ensemble des accords que nous avons, voir leur fonctionnement, s'il est optimal ou s'il n'est pas optimal. Mais aucune décision qui est prise ici, en tout cas dans cette maison, tant dans la gestion de la maison que
que dans la gestion de la politique monétaire n'est prise à Bercy. Elle n'est pas prise à Bercy, mais il y a quand même un représentant de l'État français au conseil d'administration de la BCEAO et même de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il ne vient pas là pour veiller à ce que son argent soit mieux géré, c'est-à-dire qu'il ait un regard sur ce qui se passe ici? Il n'a pas de pouvoir de décision. Il n'a même pas, comme j'ai entendu dire à certains moments, un droit de veto. Il n'a pas de droit particulier par rapport à un autre administrateur. Il exprime ses points de vue. Et ça, c'est utile parce qu'on ne peut pas non plus, dans une banque centrale, gérer une monnaie qui est d'essence publique en étant dans le flou. Il faut que ce soit dans la transparence la plus totale. Si on doit prendre des décisions en votant, ce sera à la majorité simple. C'est ça qui est prévu dans les textes. Il existait un seul CFA. Jusqu'à une certaine date, il y avait un seul CFA. Et du jour au lendemain, qui décide qu'il va y avoir deux CFA? Est-ce que ce n'est pas une façon, comme on le dit un peu partout et on l'écrit partout, pour celui sur qui on a arrimé cette monnaie, c'est-à-dire la France, de diviser pour mieux régner, d'avoir une zone CFA de la CEMAC, une autre zone BCEAO, alors que les deux réunis auraient été beaucoup plus forts? Oui, certainement, mais là encore, il y a une confusion. Parce que historiquement, les deux zones n'ont pas été créées au même moment. Mais ils avaient le même CFA jusqu'à une certaine période. Ils ont toujours le même CFA. Mais la précision historique est importante. Il y en a une qui a été créée en 62 et il y a une qui a été créée en 72. Donc déjà, ce n'est pas la même période. Ce dont vous parlez, c'est tout simplement qu'à un certain moment, les billets de la zone CEMAC et les billets de la zone UMOA s'échangeaient sans difficulté. Tout à fait. Mais ce n'est pas la France. C'est un fait historique qui est à la base de cela. Parce que le fait justement que nous ayons eu une monnaie convertible a fait que d'autres opérateurs et d'autres pays se sont intéressés à cette monnaie. Et par l'intermédiaire justement des billets qu'ils exportaient, parce que les billets s'échangeaient partout dans le monde. À l'époque, vous alliez partout dans le monde pour utiliser votre billet CFA. Et donc d'autres pays, d'autres structures l'ont utilisé. Je vous donne un exemple. Au moment où on a décidé de ne plus racheter par exemple nos billets à l'extérieur, j'étais à l'époque à Abidjan, nous avons eu un entretien téléphonique avec un opérateur d'un pays de la sous-région que je ne veux pas citer, tout simplement, et qui m'a dit, écoutez, moi j'ai 19 cantines de billets de 5... Pas difficile de voir quels sont ces pays-là, le Nigeria... Non, je ne citerai pas de pays, mais qui dit, j'ai 19 cantines de billets de 10 000 francs. Qu'est-ce que je fais? Il dit, comme nous avons décidé de ne pas racheter, alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de rentrer avec ces francs CFA dans le pays et puis de les déposer dans une banque. Mais ce qui n'a pas été fait, parce qu'il faut pouvoir justifier à la douane pourquoi vous avez 19 cantines de billets de 10 000 francs et qu'il ne fait pas partie de la monnaie qui circule dans votre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, les pays en ont fait une monnaie de réserve. Alors, le problème, c'est que ça coûtait de plus en plus cher à nos économies de pouvoir financer aussi les opérations de ces pays par les sorties massives de billets. Donc nous avons arrêté de racheter. Mais en le faisant, ça bloque naturellement, puisqu'il y a des pays entre nous et l'autre zone. Donc ça bloque naturellement un certain nombre de transferts et de circulation de billets entre les deux zones. Nous sommes en train de réfléchir pour reprendre cela. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est qu'en temps, il y a eu de nouvelles normes sur le financement des terroristes, sur le blanchiment, et c'est des règles qui sont très rigides et qui doivent être respectées scrupuleusement.